Voilà. Nadine, qui est là, alors, elle a un poste qui est rare dans la communauté juive, elle est vice-présidente, c'est la seule vice-présidente, à ma connaissance, de la synagogue Shifté Israël, dans le 12e. Et je crois que c'est tout. C'est vrai qu'on a des amis bouddhistes qui reviennent du Tibet, qui n'ont pas pu s'organiser tout ça, parce que c'est vrai que ça s'est fait très très vite. La conférence de partage, c'est quelques semaines. Et donc on a fait très très vite, parce que Madame Margaret, elle va se faire opérer, donc elle voulait pouvoir parler de cela et après s'occuper d'elle-même. Voilà. Alors, c'est Alexandre Vigne qui va faire la présentation, notre directeur. Bien, Madame la maire, merci infiniment d'être avec nous une nouvelle fois pour cette rencontre. Vous aviez reçu Boubacar Conté avec cette foule-là le 5 janvier dernier sur un thème qui malheureusement le concernait depuis peu, le handicap. Il avait été brutalement affaibli par un accident domestique qu'il avait effectivement conduit sur un fauteuil roulant et il avait pu témoigner. Et le 23 octobre dernier, il était présent bien sûr en tant que hôte, c'est lui qui nous accueillait à la mosquée Nour pour le thème de la fin de vie. Et là nous sommes là, je dirais, en présence avec lui, avec sa mémoire, avec tout ce qu'il nous a donné dernièrement, ses paroles, pour lui rendre aussi hommage. Alors je vous propose effectivement de faire en deux temps. D'abord des témoignages sur sa parole, sa vision également, et son amitié, sa fraternité. Chacun pourrait donner un témoignage sur Boubacar. Et puis, dans un second temps, nous aborderions le thème, effectivement, pour lequel nous sommes réunis. Et Madame l'adjointe au maire, merci infiniment, Madame Boubacar, d'être présente avec nous, puisque c'est suite à cette fameuse conférence de partage, le 5 janvier dernier, que nous avons proposé d'organiser justement une rencontre interreligieuse et laïque sur le thème du handicap. Et vous avez bien voulu être présente à ce moment-là, donc merci infiniment de votre intervention. Danielle Ferrat est coordinatrice de l'antenne Cieux depuis 12 ans, mais elle est aussi maman, et qui accompagne une jeune fille une handicapée depuis toujours, et elle aura un témoignage aussi bien sûr à donner également. Nadine Lévy, qui représente la communauté Shifté Israël et qui était présente au tout début de la toute première rencontre de Cieux, et avec son mari, et qui nous a toujours très très bien accompagnés. Merci infiniment Nadine Lévy d'être avec nous. Cher Sefoula, tu reviens de loin, d'un périple que personne n'aurait voulu avoir si tôt, du Sénégal, pour les funérailles de Boubacar, à qui a été rendu un premier hommage à travers une prière mortuaire, effectivement, à la Grande Mosquée de Paris, c'était vendredi. Merci d'être là, malgré la fatigue, malgré l'épreuve, et malgré la tristesse. Tu es président de la mosquée qu'il a fondée. En toi repose toute la confiance et la suite qu'il a souhaité pour non seulement pour la mosquée, mais pour la fraternité dans l'arrondissement. Et enfin, Madame la députée, merci beaucoup d'être avec nous. C'est la toute première fois que vous participez à notre rencontre interreligieuse et laïque de Cieux. Merci donc à Eva Saz d'être avec nous. Et bien évidemment, vous prenez la parole aussi sur l'un et l'autre thème. C'est vrai que l'hommage à Boubacar Conté, vous ne l'avez pas connu, mais de réputation quand même, vous le connaissez suffisamment. Et puis bien sûr sur la question du handicap. Donc la parole d'abord à Madame la maire, et ensuite chacun un tour de rôle sur la question du témoignage et de l'hommage à Boubacar. Madame la députée, chère Vassas, Madame l'adjointe à la maire, chère Margaret, Madame la vice-présidente de la synagogue Shifté Israël, chère Nadine, Madame la représentante de l'Église de notre représentant, Messieurs les curés, Monsieur le président de la mosquée Nour, cher Sephora, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de Cieux, cher Alexandre, Madame la coordinatrice de Cieux, cher Daniel, Mesdames et Messieurs. Alors effectivement, c'est un double plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que j'ai été présente pour l'hommage rendu à Boubacar, et je pense que c'était important que nous répétions dans ce format-là aussi aujourd'hui.
J'ai toujours une très grande émotion à témoigner parce que j'avais une affection, comme nous toutes et tous, particulière à Boubacar, qui... Il faut que je parle plus fort. J'ai des trémolos dans la voix, j'en suis désolée, mais c'est avec tristesse. Parce que Boubacar a été effectivement l'un des premiers, comme Nadine d'ailleurs, à m'ouvrir les bras, m'apporter leur confiance immédiate et surtout à me témoigner de leur engagement profond, autant dans leur religion respective que dans leur engagement pour le 12e arrondissement, mais aussi pour cette particularité du 12e qui veut que, qui qu'on soit, on a sa place dans cet arrondissement et on a surtout sa place dans la conférence de partage qui est un dialogue interreligieux et laïque qui nous est essentiel, d'abord pour avoir le plaisir de nous retrouver, mais aussi pour avoir le plaisir de faire avancer ensemble des causes qui nous sont chères et celles d'aujourd'hui sur le handicap est tout particulier. Donc vraiment merci, c'est vrai que j'ai toute confiance à ces fois-là qui va, je sais avec brio et avec l'humanité aussi qui caractérisait Boubacar, reprendre le flambeau, mais néanmoins effectivement il faut qu'on continue à le faire vivre dans nos cœurs et surtout à suivre ses sages paroles. Boubacar avait cette faculté de rendre tout humain. Et ça, c'était particulièrement précieux. Alors c'est vrai que nous avons eu la chance, il y a juste un mois, de le retrouver avec nous, alors que je sais que ça lui manquait, tous ces moments partagés où il ne pouvait pas se rendre ces derniers temps. Et puis, oui, comble de malchance, c'est moi qui n'ai pas pu me rendre la dernière fois à la mosquée du fait d'un problème de santé. Mais Boubacar c'est partie de ces grands hommes qui, d'abord, avec sa générosité naturelle et son engagement sincère, pour toutes les causes, et des causes qui me sont particulièrement, qui me tiennent particulièrement à cœur, celle de l'égalité d'abord. Tout le monde avait sa place dans les bras de Boubacar, quel que soit son âge, son origine, sa confession, peu importe. Et puis, c'était un grand sage, Boubacar. Boubacar, il avait compris les enjeux de notre société, qui était celui du vivre ensemble, comme on le dit souvent, celui bien évidemment de l'urgence climatique, sur lequel nous avions beaucoup de discussions enflammées et sur lequel nous nous rejoignions très, très régulièrement, parce qu'il avait compris que cette crise climatique, elle allait enclencher aussi d'autres crises. Et c'est vrai que nous sommes dans une période de crise successive. Alors normalement, une crise, par définition, c'est quelque chose qui doit être temporaire. Sauf que les crises qui s'installent et qui se cumulent nous inquiétaient. Et avec Boubacar, je pense que c'était ça. On parlait de la crise économique, on parlait de la crise sociale, on parlait de la crise climatique, on parlait de la crise démocratique, on parlait de la crise, de toutes les crises. Avec cette envie de poser les enjeux pour pouvoir y répondre, et avec cette envie de paix, qui, je pense, tous et toutes nous rassemble. Donc, voilà, je suis triste et émue de cet hommage. Merci beaucoup, parce qu'il nous est nécessaire à nous pour faire le deuil à chacun et chacune. Et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est d'abord de penser à lui, mais surtout de continuer ses combats. En tout cas, compter sur moi, la mère que je suis, de toujours être à vos côtés, ensemble, pour non seulement continuer nos débats incroyables, mais surtout nos actions qui nous sont chères. Donc, merci beaucoup et je vais laisser la parole à Madame la députée avant de pleurer totalement. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste dire quelques mots. C'est vrai que j'ai été... merci d'abord de m'accueillir ici parmi vous. C'est la première fois pour moi.
c'était un petit peu impromptu parce que nous nous sommes rencontrés avec Alexandre à la prière mortuaire pour Boubacar et qu'il m'a invité aujourd'hui. Je remercie de cette invitation, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et merci surtout d'animer ce dialogue interreligieux. C'est quelque chose qui me donne espoir, qui me réchauffe le cœur, des moments où il y a quand même beaucoup de tensions, et des regains de tension parfois entre les différentes religions, et voir que dans le 12e, ce dialogue est vivant et chaleureux et bienveillant, ça me rassure et ça me fait chaud au cœur. Je suis élue que depuis 7 mois, depuis juin. Donc j'ai eu peu l'occasion de rencontrer Boubacar, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois lors de certaines cérémonies, mais je garde vraiment l'image de quelqu'un de très bienveillant qui m'a accueilli avec bienveillance dans cet arrondissement, et quelqu'un de sage, d'honnête et d'ouvert. Et je regrette de ne pas avoir eu plus de temps pour le connaître. Ça aurait été extrêmement enrichissant pour moi. Donc j'aurais aimé avoir plus de temps pour le connaître, mais je sais qu'il laisse parmi nous vraiment le souvenir de quelqu'un d'ouvert, et que nous allons poursuivre ensemble son travail, ce dialogue interreligieux qu'il avait initié, comme vous me l'avez expliqué. Et je pense que son âme reste parmi nous pour que nous poursuivions ensemble ce travail. Voilà, on parlera un petit peu du handicap tout à l'heure, qui me touche également. Merci Madame la députée, merci de votre présence et merci de votre bienveillance également à l'égard de notre action. Madame Capoca, Madame l'adjointe au maire en charge du handicap et de la santé, vous étiez là le 5 janvier à la mairie pour animer la conférence de partage sur la question du handicap, et bien sûr vous avez directement échangé avec Boubacar. Oui, je vous remercie, Madame la députée, Madame la maire, et Mesdames et Messieurs. Je suis émue parce qu'il est parti avant que je puisse avoir le temps de le connaître. Je l'ai vu qu'une fois, que nous avons discuté très brièvement après notre rencontre à la mairie. Et j'étais vraiment émue quand j'ai appris qu'il était déjà parti. En fait, je suis émue mais sereine parce que finalement, il avait la foi, il partageait la foi, et comme moi, je sais que notre vie ne se termine pas ici, mais qu'on va se rencontrer après avoir mené des combats qui nous sont chers, que nous menons alors tous ensemble et chacun à sa façon. Donc du coup, je suis vraiment contente qu'il nous a été un exemple de tolérance, de bienveillance et d'accueil. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec monsieur, son successeur, qui m'a dit que quand il m'avait vu, il avait réagi, il lui avait posé la question, savoir qui est cette personne, etc. Donc, le regret de l'avoir perdu, mais aussi la certitude qu'il est parmi nous, qu'on continue ensemble le combat. Merci. Merci, Madame l'adjointe au maire. J'aimerais donner la parole à une personne qui a bien connu depuis très longtemps Boubacar Conté, c'est Nadine Lévy, qui est vice-présidente de la communauté Shifteh Israël, de la synagogue Shifteh Israël. Alors moi, je suis née en Tunisie, et en Tunisie, c'était le mot, c'était les 3 religions fraternelles. On était tout le temps ensemble. Il n'y avait aucun problème en Tunisie, et on en avait beaucoup discuté avec Boubacar, et c'est ce qu'on voulait faire dans le 12e arrondissement. C'était la fraternité, c'était l'entente, c'était la conférence partage, c'est tout. Et on avait beaucoup discuté et on avait beaucoup œuvré pour ça. Voilà. C'est tout. Moi, je garde le souvenir d'un homme extraordinaire. Comme je dis, on dit chez nous un mensch. Et c'était un mensch. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Enfin, je t'ai écrit. Et voilà, donc c'était un mensch. C'était, et on dit chez nous, l'ahmo, qui repose en paix. Voilà.
Merci Nadine Lévy. Également, le pasteur Samuel est avec nous. Pasteur Samuel, qui est le pasteur évangélique de l'église protestante évangélique du Jardin de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Tout à fait. Bonjour à tous. Content et heureux d'être parmi vous. Comme mon nom l'indique, Boukoras, je suis d'origine algérienne, mais ça se voit plus beaucoup. J'aime Jésus et j'aime le partager autour de moi. Et j'aime rencontrer les gens et découvrir qui ils sont, quelles sont leurs convictions, leurs croyances, et faire société ensemble. Voilà. On est frères de l'humanité, on reçoit la vie et on la partage ensemble, dans un vivre ensemble du mieux possible. Et Danielle Ferrat, qui est coordinatrice de Cieux dans le 12e arrondissement, et qui a vu effectivement l'ouverture de la mosquée d'abord, et ensuite sa participation active sous la présidence de son fondateur Boubacar. Oui, tout à fait. Boubacar nous disait toujours qu'il avait fait les premiers pas et il emmenait des gâteaux à la synagogue. Et il n'y avait pas de répondant tout de suite. Mais il continuait quand même. Et il a perduré. Et un jour, il y a eu une réunion à la synagogue Chifté Israël dont je faisais partie à l'époque. Et je suis partie un peu avant le Covid. Et il a été décidé qu'il y aurait donc il y avait Boubacar, il y avait un ancien rabbin, il y avait 4-5 personnes, il y avait Sylvain, et il y avait Alexandre, et puis je ne sais plus qui encore, voilà. Et donc on a cherché un coordinateur ou une coordinatrice, et moi j'étais débordée de travail parce que j'étais bénévole dans une association très active. Et comme je voyais que personne n'osait décider, j'ai dit bon, je me suis dit bon, je vais toujours essayer, puis voilà. Et à chaque fois qu'on a parlé avec Boubacar, à chaque fois, même si la religion était différente, même si la couleur de peau était différente, même si l'âge était différent et le sexe différent, on disait les mêmes choses. C'était les mots de l'âme qui sortaient. Et toujours il me disait qu'il faut qu'on prenne du temps pour qu'on parle ensemble, mais c'est vrai qu'il était très pris et moi aussi. Et c'était vraiment quelque chose qui vient du cœur avec lui. Et voilà, ça a été très triste son départ, ça a été brusque. On l'avait vu il n'y a pas longtemps, on le voyait bien sur la photo, il était très, très bien. Et ça a été très brusque et très émouvant. Je ne sais pas comment on dit ça, mais chez nous on appelle la levée du corps. Enfin, quand on était à la mosquée, c'était très solennel. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde en plus qui sortait des prières. Vous étiez là, Madame la maire aussi, c'était très touchant. Et voilà, c'est une grande perte parce qu'il a été à l'origine du dialogue interreligieux avant que nous arrivions, avant tout le monde. Et puis on s'est embarqué pour le même bateau. Alexandre, pendant ce temps-là, faisait lui des démarches dans le 11e et puis pour créer son association. Et ensuite on s'est regroupés. Et on nous a dit, ce qui nous semblait un peu étonnant, qu'on en parle dans toute la France entière, des dialogues du 12e. C'est vrai qu'on en parle dans toute la France entière. Et pour nous, c'était tellement naturel. C'était tellement naturel de nous rencontrer parce qu'on se voyait avec plaisir. On avait les mêmes idées et on parlait le même langage, tout en ayant des différences. Voilà. Et on n'oubliera jamais Boubacar. Il a trouvé un excellent représentant, son successeur, qui est Sefoula. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, je lui ai dit la dernière fois à la mairie. Et j'ai pris la main, j'ai déjà trouvé quelqu'un de bien pour te représenter. Voilà. Alors, je sais qu'il a le cœur bien gros. Enfin, je pense. Et on est là, et s'il a besoin de quelque chose, là, on est là. Merci Daniel. On va donner le micro à Bruno Parnaudot. Car Bruno Parnaudot... Je remercie particulièrement, puisque c'est grâce à lui qu'il y a des intermédiaires pour qu'on ait cette salle. Merci infiniment.
Bruno Parnodo, qui est le coordinateur et maintenant le responsable, on peut le dire, de la commission pour le doyenné chargé du dialogue interreligieux. Vous savez qu'il y a une commission pour le dialogue interreligieux qui réunit les 5 paroisses du 12e arrondissement, les 5 paroisses catholiques. Et cette coordination est aussi une innovation, on peut le dire, dans l'Église catholique, et notamment à l'Archevêché de Paris. C'est vraiment la toute première qui a été créée en ce genre. Donc c'est dire que le 12e arrondissement est un territoire fertile pour le dialogue. Oui, merci. Il a un coffre. Voilà. Et en fait, l'histoire est un petit peu complexe dans le sens où la commission du doyenné pour le dialogue interreligieux a été composée d'une dizaine de personnes qui étaient assez actives et qui ont commencé à travailler avec Nour dès le début. Bon, le petit souci, c'est que parmi ces personnes, il y en avait qui étaient malades, d'autres âgées, donc on a eu 3 décès dans cette commission. On a des personnes qui étaient assez actives pour organiser des dialogues à 2 voix, voire aux 3 voix, qui ont décidé de faire autre chose. Mais le 12e reste une espèce de particularité où effectivement le dialogue avec la mairie, entre autres, et les différentes religions. On a même des contacts assez étroits avec la pagode du bois de Vincennes par Laurent Lénard. On a fait des choses ensemble. Notre but premier était d'œuvrer ensemble. Pas forcément de changer le monde, et d'œuvrer ensemble. Et là, on a rencontré, avec notamment Nour, mais aussi Shifté Israël, on a trouvé des gens qui avaient vraiment une envie de partager et de travailler ensemble. Alors, ça s'est fait beaucoup plus facilement avec Nour, parce qu'il y avait un personnage, je dis bien un personnage, comme Boubacar, qui a une spiritualité, mais je vous assure, pour nous chrétiens, on peut vraiment en prendre sans aucun problème, et une envie de faire des choses avec des jeunes, et en plus il était épaulé, et ces personnes œuvrent toujours de la même façon, comme Sefoula ou Omar qui sont présents, œuvrent énormément auprès des jeunes, mais aussi auprès des familles. Et ça c'est très important, parce que nous, paroisse catholique du 12e arrondissement, on a vraiment œuvré auprès des jeunes, mais on a une réticence un peu au niveau des familles. Et peut-être qu'on a aussi un peu un tort de pas suffisamment les solliciter. Et j'ai vu le travail extraordinaire que faisaient Boubacar, Sefoula et Omar auprès des familles. Vraiment, c'est extraordinaire. Boubacar nous a sans arrêt, je dirais presque, j'oserais dire presque casser les pieds, pour nous dire, mais il faut y aller, on a fait des choses, mais il faut qu'on remplisse les forums de 700 personnes. Je vous assure, il nous disait ça quand on discutait dans la rue. Voilà, il avait cette foi qui déplace les montagnes. Il avait une culture immense. Vous avez emmené, je ne sais pas combien, une trentaine de jeunes à visiter l'église du Saint-Esprit. Voilà, c'est une ouverture fantastique. Et surtout, moi, vraiment, ce qui m'a profondément touché chez Boubacar, c'est sa profonde humanité empreinte dans la prière. Et ça, c'est un exemple pour nous. C'est ce qui restera pour moi. Merci beaucoup. Je vais également témoigner parce que, d'abord, je voulais dire que Boubacar était quelqu'un aussi de remarquablement, alors on loue sa sagesse, on loue sa profondeur d'esprit, mais il était remarquablement intelligent au sens où, très jeune, il était très doué déjà pour les mathématiques. Il parlait couramment anglais au Sénégal, à tel point qu'il voulait vivre aux États-Unis. Donc il avait ce goût pour l'universel. C'était vraiment un personnage universel qui apportait la paix et qui voyait effectivement l'universel et aussi le particulier, mais les deux à la fois. Et il avait cette qualité exceptionnelle. Et aussi, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est
était capable d'aller au-delà des préceptes enseignés dans la tradition pour regarder l'humain avant tout. Je me souviens lorsqu'on a eu un débat par exemple sur les personnes homosexuelles, il a dit mais on n'a pas à les juger, Dieu les a créés comme ça, c'est pas une erreur de la nature, ils sont ainsi. Et donc on doit les accepter tels qu'ils sont. Vous voyez, donc cette capacité inouïe à aller au-delà des préjugés qui peuvent exister, y compris dans les religions. C'était un homme de lumière. Et alors aussi, il avait témoigné un long courrier, effectivement, à propos de Cieux. Et j'aimerais pouvoir le lire, alors je ne vais pas tout lire parce qu'il fait vraiment de grands compliments à Cieux et ça me gêne de les lire, mais certains passages pour relater son histoire, effectivement, avec notre association. Voilà comment ce témoignage qui date du 2 janvier 2016 et qui est sous l'entête de l'association Nour, de la mosquée Nour, signé donc par Paul Carpentier. C'est à la maison des associations du 12e arrondissement de Paris que nous avons rencontré Alexandre Vigne-Cieux ainsi que Daniel Ferrat pour la première fois. Son projet connu, nous avons compris qu'il faisait partie de ces hommes et de ces femmes dont le militantisme fait défaut au paysage de la cause humaine en France et ailleurs. Son engagement dans le dialogue interreligieux et laïque lui a généreusement ouvert les portes des églises, des temples, synagogues, mosquées, salles de prière et de la mairie. Et depuis l'investiture de Catherine Baratier-Vaz à la mairie du 12e arrondissement, une dynamique très positive s'est installée progressivement, née de la multiplication de rencontres entre communautés, de l'organisation de conférences et de débats sur des sujets de société, de la célébration d'événements laïques ou religieux. Oui, avec Cieux dans le ciel, du 12e arrondissement, nous avons tous basculé, ça c'est très important, nous avons tous basculé de la tolérance à l'appréciation des uns et des autres. Et aujourd'hui, à la fraternité, si chère à la France. Je crois qu'il est là le progrès avec Boubacar, depuis 12 ans que l'on laboure l'arrondissement. Comme l'a très bien dit effectivement dans cette gradation de Boubacar, le progrès, il a basculé de la tolérance, un peu froide, un peu distante qu'on peut avoir les uns pour les autres, à l'appréciation des uns et des autres, et aujourd'hui à la fraternité. Bien voilà, la contribution de Boubacar au dialogue interreligieux et je dirais à la République, c'est justement d'avoir su apporter cette fraternité qui nous manque tant, qui existe dans les communautés religieuses, mais qui a su lui la faire partager. Et c'est lui le premier, avant Cieux, quelques mois avant Cieux, il frappait déjà à la porte de la synagogue, de l'église, il apportait des gâteaux pour les fêtes. Et voilà, il venait tout simplement, il frappait à la porte et on recevait. Extraordinaire. Frappez, on nous ouvrira. Voilà, ça c'est Boubacar. Et puis ensuite, avec Daniel, on a lancé l'antenne dessus, il est dans l'arrondissement, bien sûr qu'il était prêt parce qu'il avait déjà commencé tout simplement. J'aimerais donner la dernière parole à Sefoula, qui est le président de la mosquée.
Merci infiniment, Sekoula. La peine et la fatigue aussi des trains. C'est vrai que tu as fait l'aller-retour du Sénégal pour les obsèques de Boubacar. Et donc, merci infiniment d'être avec nous pour témoigner une nouvelle fois de sa présence. Il sera toujours avec nous. Il fait partie des fondateurs de ce dialogue interreligieux. C'est un ami, un frère pour tous. Et je crois qu'il était remplaçable. Alors, on en aura toujours sa mémoire. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole, témoigner, vous poser une question? Oui, je vois Ramdan Nadafi qui pour la communauté des Bahaïs a pu nous rejoindre et qui connaît Boubacar, puisque pour la première fois, effectivement, elle a assisté et même participé, elle est intervenue à la mosquée de Lourdes. C'était le 23 octobre, dimanche 23 octobre 2022. Voilà, sur la question de la fin de vie, justement. Et tu étais avec lui, avec Boubacar. Alors, bien, voilà, je te tends le micro. Est-ce que tu peux te déplacer? Désolée pour votre engagement. C'est que je garde le souvenir d'un accueil plein de chaleur, d'humanité, vraiment. Et dans cette mosquée, on a ressenti énormément d'unité. On était dans la diversité, c'est magnifique. Et en effet, la thématique était la fin de vie. Aujourd'hui, la thématique est différente. Je suis très heureuse de vous rejoindre, même si c'est un peu tardivement, mais en tout cas, de pouvoir être avec vous sur cette fin de table ronde. Ça nous fait un nouveau souffle. Merci Ramdan. Bien. Alors on va commencer notre rencontre sur le thème qui a été choisi, celui du handicap. Et donc, alors c'est un thème que nous avons déjà traité à l'initiative de Madame la maire, Emmanuelle Père-Marie, qui nous avait invités à tous réfléchir sur cette question. C'était le 5 janvier dernier, en présence de Boubacar Konté. Et nous avions déjà abordé plusieurs pistes, effectivement, pour apporter des solutions pratiques et locales, effectivement, à cette question du handicap. Madame la maire, est-ce que vous voulez prendre la parole ? Manière de l'accepter et de faire en sorte
faire notre rôle de responsable politique, en travaillant sur la puissance publique qui doit être à la hauteur, mais on sait aussi qu'on ne peut pas tout faire. Et qu'on a besoin, et encore une fois, besoin de vous, c'est-à-dire, tout à l'heure, je disais dans l'acceptabilité du handicap, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on mette ensemble, sur le changement de regard, sur comment les communautés aussi religieuses et laïques apportent leur pierre à l'édifice pour appréhender et faire appréhender au mieux le handicap dans la cité. Pour ça, on est conscient que, voilà, il faut qu'on travaille aussi ensemble, encore une fois, et c'est pour ça que je veux également confiance, c'est vraiment l'idée d'arriver à construire la ville, j'allais dire, avec et pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a mis en tête, ce qui fait que quand je me lève le matin, je vais à la mairie avec cette envie, c'est d'être le plus inclusif. La activité, je dirais réelle. Voilà, comment on fait dans tout ce qu'on met en place dans nos politiques publiques pour que les choses puissent s'améliorer et faire en sorte que tout le monde ait sa place et qu'on se pose des questions médicales. Pour ça aussi, j'ai besoin de. Je vais laisser Margaret compléter, parce que parfois on prend bien fort. Margaret, on va s'arrêter. Merci, monsieur, merci, mesdames et messieurs, de me donner la parole. Alors moi, je vais essentiellement vous interroger, vous, des personnes religieuses, des représentants de religion, parce que le handicap, au cours des siècles, le regard sur le handicap dans la société a évolué. Au départ, enfin, c'était considéré comme une question individuelle, parce que la personne, c'était elle qui était concernée, puis la société a eu un certain regard. Et après, ça s'est évolué. Et on pense aujourd'hui que le handicap concerne pas seulement la personne en tant qu'individuelle, mais la société en tant que telle. Et moi, je voulais savoir, parce que je pense que ce que vous enseignez dans vos religions, dans vos assemblées, ça a un impact quand même sur le regard que porte la société sur les personnes handicapées. Face aux discriminations, face aux stigmatisations, face à toutes ces choses lourdes qu'on a apportées quand on est en situation de handicap. Je ne sais pas si c'est une question que je me pose, mais seriez pas vous un petit peu responsable en tant que religion, ce que vous enseignez? Parce que moi je suis catholique et donc j'ai souvent interrogé la foi catholique, souvent interrogé l'évangile, le regard qu'on a du Christ, le regard qu'il a porté sur les personnes handicapées, tout ça, ça ne m'a jamais satisfait. Et je dis toujours qu'il me manque une page dans l'évangile. Mais je voudrais aujourd'hui savoir qu'est-ce que vous enseignez réellement et quel est votre. Et face à des questions graves qu'on a à faire face aujourd'hui, par exemple, une personne à qui la médecine dit qu'elle va avoir un enfant handicapé. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce qu'il faut faire à cet enfant? Face à des questions des fins de vie, où les personnes sont totalement dépendantes et puis en souffrance et totalement handicapées, qu'est-ce que vous avez? En fait, moi, si je suis ici, c'est vraiment pour vous inviter. Essayez d'entendre ce que vous pouvez dire, qui pourrait nous aider, nous, autres qui travaillent en tant que laïcs dans l'espace public, pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap. D'abord, j'ai remarqué quand même que beaucoup de lieux de culte ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Et je ne sais pas si aujourd'hui, parmi vous, il y a des rabbins et des curés qui sont handicapés.
puisque moi, je ne connais pas beaucoup les cultures, mais il me semble que dans l'Ancien Testament, il ne fallait pas approcher de l'autel si on était handicapé, si on avait un défaut physique. Et donc moi, je voulais savoir ce que vous dites, vos religions, est-ce que vous pourrez m'aider dans les fonctions aujourd'hui. Merci. Eh bien, effectivement, on va poser la question aux responsables de culte qui sont ici, mais avant, j'aimerais peut-être entendre Madame la députée qui nous fait l'amitié de sa présence avec nous. Merci. Alors, je vais regarder parce que je disais, est-ce qu'il y a un qui est qui est en fauteuil roulant. Et je pense que ça c'est notre contribution peut-être aussi à un changement de regard des gens sur les personnes handicapées. Il fait partie de mon groupe politique, particulièrement fier. C'est évidemment le but de son parcours qui l'a amené jusqu'à l'Assemblée. Et ça nous a aussi montré qu'il fallait énormément d'aménagement à l'Assemblée parce que ce n'était évidemment pas du tout prévu pour accueillir un député en fauteuil roulant. Donc il a fallu changer l'hémicycle, il a fallu changer sa accès au palais. Donc pour moi c'est quand même un rapport supplémentaire. Après, on peut se dire un peu l'inverse aussi, on est en 2023 et c'est la première fois seulement qu'il y a un député en fauteuil roulant. Ça veut dire aussi qu'il y a que la prévision est encore aboutie. Et le deuxième témoignage que je voudrais apporter, c'est que je reçois le vendredi matin en permanence les citoyens qui veulent me rencontrer. Et il y a énormément de témoignages de familles qui ont des enfants handicapés ou des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap qui sont confrontées à des difficultés vraiment très compliquées. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est pas le sentiment, c'est que je constate que la société n'est pas du tout assez aux côtés des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a une maman d'un enfant qui a une myopathie et qui a besoin d'un logement évidemment accessible PNR. Et c'est pas que les portes sont fermées, mais en tout cas, qui prend énormément de temps et la maladie progresse plus vite que l'administration, malheureusement. Donc, j'ai souvent le sentiment que oui, ça progresse un peu. Il y a par exemple, de l'école inclusive, des progrès qui sont faits, mais on est quand même encore pas du tout à la hauteur. Et ça serait bien effectivement que ce soit un enjeu de société. Et pour ça que la réforme Margaret, je pense que c'est aussi une des mentalités qui doivent évoluer, parce que si on prenait ce problème à cœur et qu'on n'y opposait pas toujours aussi des questions budgétaires, c'est souvent malheureusement ça qui est un frein, eh bien ça irait sans doute beaucoup plus vite. Mais néanmoins, comme je dis, ça progresse un peu, et le fait qu'on ait député en fauteuil roulant, je trouve que c'est aussi un signe que la société évolue et c'est un peu plus inclusif. Merci. Alors donc effectivement, parole maintenant aux responsables de communauté pour reprendre la question de Madame Kapouka, de Madame l'adjointe au maire chargée du handicap et de la santé. Quelles sont les initiatives, les mesures, les décisions que vous avez prises, vous, dans vos communautés respectives? Et j'ajouterais peut-être une question. À quel type de handicap êtes-vous confrontés? Parce que c'est vrai que les handicaps physiques, on les connaît, on les voit et on peut y répondre. Enfin, en tout cas, essayer d'y répondre. Mais il y a d'autres types d'handicaps qu'on ne voit pas, ce sont des handicaps invisibles. On parle de troubles anxieux, par exemple, de troubles phobiques, de troubles paniques, et bien d'autres troubles qui ne se voient pas, mais qui se constatent au fil du temps, quand on travaille régulièrement avec ces personnes. Et c'est un handicap pour ces personnes, mais bien évidemment, cela a des conséquences pour l'ensemble du groupe de personnes qui travaillent avec elles.
au même titre que les handicaps physiques ont des conséquences aussi sur l'aménagement d'un espace et la manière dont les personnes peuvent interagir avec les personnes en handicap physique. Je crois qu'on oublie ces handicaps, pas mentaux, mais je dirais psychiques peut-être, en tant que tels, et qui sont aussi très forts, véritablement, et peut-être de plus en plus, suite à la crise du Covid qu'on a traversée. Le gouvernement, c'est pas pour rien, a mis en place un plan d'aide aux jeunes notamment, avec des frais engagés, des remboursements engagés pour toutes les consultations de psychologues ou de psychiatres. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a un grand besoin en la matière. C'est quelque chose de nouveau que l'on découvre, mais comme la foi est justement voit l'invisible, voit les réalités invisibles, peut-être qu'effectivement, c'est d'abord vous, responsables de communauté, qui pouvez y répondre. On commence par Adam Nadafi au titre des bails. Merci. Alors, les questions sont pertinentes et j'ai beaucoup de réflexions qui ne sont pas nécessairement des réponses, mais plutôt vraiment des réflexions en écoutant notamment vos questions et la question qu'Alexandre vient de poser. Et donc, je vous faisais plusieurs choses. La première, c'est comment sortir de l'exclusion, premièrement. Moi, j'ai la chance d'être née, j'ai grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Et donc, j'ai notamment connu cette culture où, quand une personne a un handicap, que ce soit physique ou enfin visible, en l'occurrence psychique et visible en tout cas, on l'exclut du collectif. Voilà, on le cache, il ne faut pas le voir. C'est quelque chose qui m'a énormément frappée et bouleversée. Et donc forcément, on se pose la question, et ce que dit la foi bahaï, c'est ce principe que je disais en introduction d'unité dans la diversité. Et à partir du moment où on prône l'unité dans la diversité, elle est de tout ordre. Elle est sexuelle, elle est d'origine, mais elle concerne aussi forcément des différences qui vont concerner le handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et donc, ma première réflexion, c'était comment on doit toujours s'assurer de cette inclusion totale qui devrait, en réalité, qui ne devrait même pas être une question. C'est-à-dire qu'on devrait réussir à instaurer des sociétés où on n'est plus des petits groupes qui vivent les uns à côté des autres, les uns distants des autres, mais on est vraiment les uns avec les autres et dans un soutien mutuel véritable. Et donc la question de à quel type, par exemple, de handicap aujourd'hui la communauté bahaï en France est confrontée. Alors, en Chine, on n'a peut-être pas beaucoup de personnes avec un handicap visible, de handicap physique. Ceci dit, lorsqu'on a fait les rénovations de nos locaux, on a mis en place justement un ascenseur pour les personnes en fauteuil qui ne peuvent pas monter des marches, qui sont moins accéder au premier étage. Mais je vais dire, cette question-là, finalement, elle ne répond pas au fond du problème. Elle apporte une solution temporaire. Parce que quand vous posez la question, est-ce qu'il y a des rabbins ou des prêtres, je me suis posé une autre question, quand je me suis fait la réflexion, que ce soit dans le système religieux, que ce soit dans le système politique, que ce soit dans notre société en général, j'ai l'impression que pendant des années, on a empêché les personnes qui ont un handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles, de rêver, d'espérer en fait avoir les mêmes droits, les mêmes fonctions, les mêmes possibilités que tout le monde, que les autres. Et là, on a également la responsabilité, que ce soit en tant que religion ou en tant qu'autre acteur de la société, finalement c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a cette égalité au sein de l'ensemble des personnes dans une société? Que tout le monde a le droit d'espérer aux mêmes fonctions, aux mêmes avantages, aux mêmes droits, et qu'il n'y a pas cette différenciation. Comment est-ce qu'un
Merci beaucoup, Rana Nadafi, pour ce passionnant témoignage. Pasteur Samuel. Bonjour, merci pour ces questions très pointues et pertinentes. Quelques pensées qui me viennent à l'esprit. Des questions pertinentes et par lesquelles je me sens interpellé. À titre personnel, parce que je suis pasteur mais également infirmier et je travaille dans une école et j'accompagne tous les jours des élèves qui ont des profils et des besoins différents et certains d'entre eux ont des besoins particuliers parce qu'ils sont porteurs de handicap. Certains ont des reconnaissances MDPH, d'autres pas, et on essaye de les valoriser, de les aimer, de les écouter, de les accompagner dans le cadre professionnel au niveau de l'infirmerie et avec toute la communauté éducative. Donc, soigner les gens et les accompagner, c'est une bonne part de mon quotidien. Et c'est aussi une part de mon quotidien puisque à la maison, j'ai des enfants, je suis marié avec Sarah. Et Sarah a une reconnaissance handicap, MDPH. On est concerné d'assez près en fait, par le sujet. Et il y a quelques années en arrière, on priait avec les enfants pour que maman puisse réussir à de nouveau marcher. Et on voit, et on a vécu de très très près, le baisse de la mobilité, les limitations et les complications, parfois temporaires, parfois plus durables, liées au handicap. Donc des questions pertinentes et qui chamboulent la vie ou qui impactent la vie quotidienne de manière assez notoire. Une petite histoire encore. Il y a peut-être 3 à 4 ans, avant Covid, avant cette époque, je discutais avec une amie qui est chrétienne, kinésithérapeute et qui travaillait à l'époque au Tchad. Elle est malvoyante, profondément, avec une vue en constante baisse, et elle me disait il y a un dossier, il y a un sujet à propos du handicap dans l'Église. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on discute de cela et qu'on travaille l'intégration des personnes différentes, porteuses de handicap. Et je lui dis, ça m'intéresse, je suis infirmier, elle est kiné, on discutait ensemble. Et je lui dis, figure-toi que dans notre groupe de jeunes adultes, c'était un groupe d'études bibliques où on avait une douzaine de jeunes adultes, on a une aveugle totale, un schizophrène et une personne qui a une déficience intellectuelle. Et dans le même groupe, des ingénieurs, au moins 2, et puis des étudiants d'autres types. Et on a discuté de cela, et à mon sens, voilà le vivre ensemble que l'évangile doit produire, que la foi doit produire. C'est l'amour du prochain, c'est ce à quoi on est appelé, l'amour du prochain, au point tel qu'on ne considère pas quelque chose comme distinctif, mais son humanité, ça suffit. Et voilà ce qu'on veut offrir en tant que communauté chrétienne, à l'instar de Jésus qui allait vers les gens qui étaient différents, qui étaient repoussés, le nombre de personnes qu'il a guéries, l'accueil du prochain en son nom. Et en fait, voilà le type de vivre ensemble chrétien que l'on veut promouvoir. Et je termine en disant que mon espoir suprême, c'est un espoir céleste, c'est l'espoir chrétien. C'est un jour au ciel, en paix, sans maladie, sans handicap, sans division, sans séparation, sans même parité, ce ne sera même plus un sujet. De veiller à ce que nous soyons suffisamment inclusifs. Voilà, ce sera le paradis en fait. Vivement. Merci, pasteur Samuel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Danielle Ferrat, qui est coordinatrice de CIE 12e, est avant tout maman et en charge d'une personne à handicap. Merci. D'abord, j'apprécie beaucoup le témoignage qui vient d'être donné. Et oui, donc, comme vous le savez, j'ai une fille, grande fille handicapée qui est extraordinaire parce que voilà, elle est là, elle sait faire beaucoup de choses. Alors qu'étant petite, on nous avait dit dans son école qu'elle serait un légume toute sa vie. Voilà le beau légume, on prend des initiatives, une belle plante. Et elle sait faire des choses, elle aide et des fois elle me prévient des fois de certaines choses. Voilà. J'ai aussi une petite fille qui a 20 ans qui a la mucoviscidose. Ça c'est un autre problème. Et je ne voudrais pas parler uniquement de moi, mais je voudrais parler d'un
dossier dont on parle, il me semble peu, c'est les personnes âgées, parce que souvent, elles ont un handicap qui ne se voit pas, qu'elles ne se rendent pas compte elles-mêmes. Moi, je me vois en vieillissant, on peut perdre de mémoire. Mais là où il y a un gros problème, un fossé qui s'écarte, ça ne me montre pas Dieu, c'est avec la digitalisation. Je ne pense pas qu'il y ait un grand nombre de personnes âgées qui soient à l'aise avec Internet, avec le téléphone portable, et surtout avec Internet, parce que maintenant tout se fait, les déclarations d'impôts, la CAF, tout se fait par Internet. Et il y a des personnes, par exemple ma fille est incapable de faire ces choses-là. Si je ne suis pas là, et bien des fois je ne fais pas tout, elle ne pourra pas, alors qu'elle peut faire des tas de choses, elle peut faire à manger, elle peut aider, consoler quelqu'un qui est triste. Elle est très douée pour ça, mais elle serait incapable de faire ça. Et des personnes âgées, des fois, ne se rendent pas compte qu'elles ne peuvent pas faire ça et elles sont perdues, donc elles s'enferment dans leur isolement. Et si elles n'ont pas la chance d'avoir un membre de leur famille qui leur dit voilà, il faut faire ça, ou ne pas se faire arnaquer, il y a des tas d'arnaques en ce moment sur Internet. Si vous ne payez pas ceci, on vient vous saisir et tout ça. Je n'ai pas de solution, mais je pose le problème pour qu'on y réfléchisse, peut-être un autre dialogue. Voilà. Merci à tous. Moi, je suis un petit peu ennuyée parce que j'avais demandé, on va se pencher sur le problème. Notre accès à notre synagogue est très difficile. Il y a des étages et il n'y a aucune rampe pour les handicapés. Et j'en avais parlé le 5 janvier. Je suis en train de constituer un dossier pour justement essayer de mettre... Il faut juste te rapprocher du micro. Voilà. Autrement, je l'enlève parce que j'ai la voix qui porte. J'ai été pieuse pendant 7 ans, donc les cordes vocales se sont développées. Alors voilà, donc je suis en train de constituer un dossier et j'espère qu'il va être suivi pour mettre un ascenseur dans notre site de GT Israël. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il n'y a pas de très difficilement accessible dans les étages. Elle a été mal construite, on n'y peut rien. Et puis moi j'ai un autre problème qui me tient à cœur, c'est le handicap invisible. Et mes deux petits-enfants, ils sont dyslexiques, très importants. Et ils ont des problèmes à l'école, ils sont rejetés par les enfants, rejetés par certains professeurs. Voilà, je peux le dire, mon fils est professeur, donc je peux le dire quand il y a des problèmes. Et là, c'est invisible, parce qu'ils sont beaux comme des dieux, ils sont magnifiques, mais ils sont dyslexiques. Et ça a été perçu très tard. Et voilà, donc un petit peu l'éducation nationale devrait peut-être un petit peu se pencher et être un peu plus tolérant. Voilà, donc mes deux grands petits-enfants, 17 ans et 16 ans, sont dyslexiques, très importants, et ont beaucoup de problèmes à l'école pour leurs études. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Quoi faire, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, je vous le dis franchement. C'est vrai que en termes de handicap, ensuite de la réunion de la mairie, c'est que si on peut vous avez demandé que des étudiants humains, parce qu'il y a un peu acheté que encore le de ce sujet-là. Donc, c'est un sujet que les images sont traités durant leur recherche pour sensibiliser les gens par rapport aux handicaps. Et il avait parlé aussi de cet handicap en relation au regard. Le regard, on ne peut pas avoir un handicap, même quelqu'un qui est dans le monde, il ne pense pas se sentir au milieu de la race. Mais avant, il y a encore des gens. Ensuite, il disait sensibiliser les gens eux-mêmes, parce que quand on a pas mal de gens, c'est des taxis. On voit des personnes qui se gardent pas sur des places de les handicapés. Voilà. Donc voilà, vraiment, c'est là qui est vraiment de ce que par rapport à ce sujet-là. Et ensuite, il a dit par rapport aux élèves, parce qu'on va voir dans les cours de
c'est un sujet, là, en plus, on a reçu par ça. Mais chaque sujet qui est discuté dans la conférence de partage, tout c'est pour la société. Donc il faut sensibiliser les gens à travers la plage de les exemples, et aussi sensibiliser les enfants. C'est ce qui est actuellement qui est fait au niveau de l'association. Sinon, je ne pense pas qu'il y a une religion, une foi qui délivre les handicapés, les handicapés. Puisque c'est Dieu qui les a fait comme ça. Donc, même si c'est par suspendre l'accident, c'était une volonté divine aussi. Tout ça depuis une législation divine, à nous de ne pas méditer. On n'est pas responsable de ce que nous arrive, mais responsable de ce qu'on fait. Donc, face à un handicap, à nous de réagir au refus des autres. Si on peut arrêter, je peux rebondir sur 2-3 questionnements, puisqu'il y a des choses qu'on met en place justement en termes de réponse publique sur les dispositifs particuliers. Et je vais répondre d'abord à Annie sur le dépistage des déficiences. Je pense qu'on a un gros retard en France. Les DPH peuvent poser, mais c'est vrai qu'elles sont encore relativement récentes. Et c'est toute la difficulté d'arriver à poser le bon diagnostic au bon moment. Et comment, effectivement, il y a ces instances, il y a effectivement, de toute façon, aussi le diagnostic médical, mais comment nous, ville, en tout cas, ville de Paris et l'arrondissement de deuxième, on accompagne aussi ces dispositifs et notamment sur les dépistages très précoces dans nos crèches collectives, notamment avec nos médecins de la PMI, comment on arrive à déceler les premiers signes du handicap, quels qu'ils soient, physiques ou invisibles, parce qu'il y a aussi, vous l'avez dit, des pertes de supériorité, il y a effectivement la perte de la vision, mais il y a aussi je disais tout à l'heure, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, comment on arrive effectivement à les déceler suffisamment tôt pour ne pas mettre les enfants en difficulté. Changer l'éducation nationale est encore un peu grand chantier. Ça, c'est mais en marche. C'est la tâche. Mais en revanche, effectivement, depuis longtemps, le département de Paris a mis en place une médecine scolaire pour accompagner la médecine de l'éducation nationale et justement sur les dépistages. Donc, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a priorité des enfants sont passés à travers, mais comment, pour moi, voilà, il faut vraiment arriver, j'allais dire, poser des diagnostics et parfois aussi accompagner les familles qui peuvent être dans certains dénis du handicap. Parce que c'est pas simple aussi. Quand on essaie de changer le regard et d'accepter et d'avoir des personnes dans ces équipes, dans ces situations de handicap, et déjà une chose, mais il faut déjà aussi accepter ces situations de parents en défi d'autres. Donc c'est ça aussi sur lequel là, on a besoin aussi que vous nous aidiez. Sur le vieillissement, je rejoins tout à fait, c'est notre cœur de cible également comme les jeunes. C'est-à-dire, moi j'ai deux bouées principales, c'est les jeunes les plus fragiles, les jeunes filles, les personnes qui vieillissent, il y en a de plus en plus heureusement, mais le fait c'est qu'elles vieillissent en réseau. Et toute la difficulté, effectivement, est d'accompagner le vieillissement. Je parle pas aussi, déjà étudié les personnes invisibles, qui sont notamment les personnes dans la rue et sur lesquelles vous savez, sur un combat qui est cher au cœur depuis des années. Donc ça aussi, parce qu'il y a une perte, il faut savoir que les personnes qui sont en situation de rue, pour 80% d'entre elles sont des problèmes psychiques. Donc elles voudraient faire un âge. Malheureusement, on est aussi, je me vois avec tout à malheureusement, c'est un sujet effectivement national, c'est qu'est-ce qu'on a fait de la psychiatrie en France. Et ça, c'est vraiment une des questions. Voilà, primordiale. En revanche, quand il y a eu du vieillissement, outre toutes les aides que j'ai
de toujours pouvoir permettre certaines mobilités. Parce que là, on a un gros sujet à Paris, notamment dans le deuxième, et moi c'est quelque chose, j'ai demandé des diagnostics, je sais combien j'ai de personnes qui sentent, qui vivent seules, et la solitude est un des aussi premiers sujets qu'il faut, sur lequel il faut lutter, il faut l'accompagner. Donc c'est d'aller voir vraiment les personnes chez elles, avec des pathologies qui se développent, le syndrome de Diogène, c'est des personnes qui accumulent, et qui peuvent courir tout un seul appartement, courir tout un immeuble. Donc comment on aide ces personnes, parce que ces personnes, en fait, elles sont en souffrance, elles sont dans une pathologie de handicap qu'il faut prendre en compte. Donc comment on travaille aussi sur ce genre de choses, quelles sont les alertes qu'on met en place, quelles sont les réponses qu'il nous faut engager dessus, et quel est l'accompagnement, parce que ces personnes-là, si elles sortaient comme ça de ce appartement, elles ont une chance de qu'elles meurent, parce que c'est son univers qu'elles veut détruire. Donc comment aussi, nous, on doit faire face au réellement. Et sur le vieillissement et justement la fracture numérique qui concerne d'ailleurs pas que les personnes vieillissantes, mais aussi chez les jeunes, on travaille aussi parce qu'on s'aperçoit que c'est malheureusement public la fracture numérique. Et comme moi je dis, on l'accompagne et on va mettre en place un dispositif anti-arnaque pour les personnes âgées. Là, on devait organiser en ce début d'année un événement qui a été reporté parce que cause de vœux multiples, donc c'était plutôt pour la bonne cause, mais effectivement, comment on organise des protections envers les arnaques ciblées sur les personnes âgées. Et ça, on va augmenter avec notre police municipale et avec la police nationale, comment on équipe aussi les personnes vieillissantes qui sont en danger et qui sont les cibles privilégiées des arnaques, quelles qu'elles soient, physiques comme sur Internet. Malheureusement, on peut les chercher faire un retrait et être agressif. Comment on fait? On est en fait à la demande de ces personnes aussi pour qu'elles puissent aller revenir l'argent en sécurité. Voilà, c'est aussi des choses que nous, comme je le disais, les collectivités mettent en place. En revanche, il faut que ça se fasse bien à l'ensemble de la réflexion. Et on a besoin aussi d'en députés pour faire changer aussi parfois certains cadres législatifs qui ne permettent pas d'aller jusqu'au bout de certaines expérimentations. Excusez-moi, j'ai vu votre partie, parce que dans quelques minutes, je suis profondément émue. Mon fils, pour qu'il puisse prendre son train et qu'il parte 3 semaines en stage. C'est gentil d'être venu. Alors, dans la théologie protestante, on a la redécouverte au XVIe siècle du sacerdoce, de la notion du sacerdoce universel. Donc, c'est une fonction de prêtre et de roi dévolue à chaque croyant membre du peuple de Dieu. Donc, en fait, cette notion théologique répond en partie à la pratique derrière d'une célébration. Dans les courants protestants et les courants évangéliques, on va trouver possiblement beaucoup de participatifs. Ça dépend un peu des communautés, ça dépend un peu des nuances théologiques, des couleurs comme en politique. Mais voilà, il y a une possible explication théologique à cela. Et personnellement, c'est une de mes volontés de rendre accessible le culte, la liturgie, la célébration à tous, et notamment d'équiper les plus jeunes, donc de rendre les enfants, les ados avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, participants de ce qui se passe. Donc sur le principe, oui, je signe dès demain de trouver l'opportunité à chaque personne de trouver sa place dans ce qui se passe. Voilà. C'est une très très bonne remarque. Très bien. Qui veut? Alors, je vais répondre sans réponse, c'est-à-dire que dans la soirée, il n'y a pas de culte, donc il n'y a pas de
sache qu'on peut tous être un acteur et dépasser justement nos préjugés et nos différences qui justement ne devraient pas en être. À qui le tour? Peut-être Margaret, non, je ne sais pas, qu'est-ce que... Je réponds à tes questions. C'était ça. Oui, alors je vous remercie beaucoup de toutes les réponses, tout ce que vous avez dit en réponse à mes questions. Alors, je voudrais encore répondre sur ce que vous avez dit. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut laisser la possibilité à tout le monde de rêver, d'avoir des rêves, de pouvoir espérer arriver à une situation plus satisfaisante. Il y a des personnes qui rêvent, entre autres le collègue qui est aujourd'hui député, avec Eva Sas à l'Assemblée nationale, il a un peu réalisé son rêve, c'est de servir à la nation comme on le sert d'autres. Et c'est là où je dis que le handicap, quand même, c'est une affaire de la société. Et nous autres qui sommes personnes handicapées en fauteuil, quand on voit ce collègue à l'Assemblée nationale, on a quand même un peu, on est très content d'une part, et d'autre part, on a quand même un peu mal, parce qu'il n'est pas assis au même place que vous. Il ne faut pas prendre le micro, il ne faut pas faire tout comme vous. Et c'est vrai que quand on est française et qu'on est dans une grande nation, qui peut aller jusque sur la Lune, qui peut créer des vies, c'est pas entendable pour nous que l'émotion n'est pas adaptable. On ne peut pas l'entendre. Vous pouvez nous le dire, Madame la députée, c'est pas possible, on n'entend pas. On peut aujourd'hui aménager les établissements publics, les lieux publics, pour que tout le monde qu'on puisse être égaux. Voilà. Là, il est à l'Assemblée nationale, mais nous, on a l'impression que ce n'est pas voté. Voilà. De l'ordre. Je ne sais pas ce que lui, il en pense, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec lui. Mais pour moi, l'accessibilité, surtout l'accessibilité des écoles, je visite les écoles du 12e avec Emmanuel qui est parti. Il y a beaucoup d'écoles inaccessibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicapé qui ont mal fou accéder aux classes, qui doivent faire des parcours impossibles dans l'établissement. Et vraiment, je trouve que pour dire à tout le monde que l'handicap ne fait pas de quelqu'un de non humain ou différent, ça commence dans les écoles. Quand on a des collègues handicapés, on sait que c'est juste une particularité et pas du tout autre chose. Donc ça, je pense qu'on peut rêver, mais il faut que toute la nation rêve avec nous pour qu'on puisse y arriver. Et je reviens à ma question première. Vous, dans vos cultes, qu'est-ce que vous dites aux gens pour leur conscience, pour qu'ils sachent quand même qu'ils aient une réponse sur le handicap, parce que c'est un questionnement quand même. Ce handicap, pourquoi il est venu et comment. Voilà. Et alors pour terminer, Madame la maire parlait de la solitude des personnes handicapées. C'est aussi une solitude qui est très accentuée à Paris et dans le 10e, parce que les logements sont inaccessibles des logements. Si on rendait des logements plus accessibles, il y aurait moins de solitude. Voilà, merci. Merci Madame la maire pour Madame la maire a nous écouter. Écoutez, merci infiniment pour votre mobilisation, votre intervention. Nous avons maintenant votre contact pour pouvoir vous répondre, vous écrire. Je sais que vous organisez des réunions avec les responsables de culture, justement. Il y aura un suivi. Merci à vous. Merci Madame la députée également d'avoir fait le déplacement et de nous avoir apporté votre éclairage. Merci à ces fous-là d'être courageusement venus après le retour au Sénégal pénible.
Et vraiment, toutes nos condoléances encore. Nous t'accompagnons et nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous avons besoin de toi et de toute ta communauté. Et si tu as besoin qu'on peut. Voilà. Chère Nadine, merci infiniment également. On espère qu'il y aura l'ascenseur un jour à la synagogue, effectivement, qui sera monté. Merci Daniel. Et merci pasteur Samuel ainsi que Ramdam Nadafi pour vos interventions. On vous dit à la fois prochaine et encore merci. Au revoir. Avec plaisir. Il y a le petit pot de l'amitié, Alex.